Octobre 2006. Une matinée froide en Lorraine. Dans la cour de la brasserie, les machines tournent encore. 80 000 boîtes à l'heure. La vapeur monte des cuves. L'odeur du malt grillé flotte dans l'air depuis 109 ans. Puis quelqu'un lit une feuille de papier à voix haute. Cronenbourg vend la brasserie. 264 employés. Une phrase. Pas de cris, pas d'incendie. Juste le silence qui s'installe entre les machines qui continuent de tourner, indifférentes. Pourtant, cette brasserie avait tout dominé. En 1966, elle était la première société brassicole du marché commun européen. 23 usines, 6 millions d'hectolitres, sponsor du Tour de France pendant 15 ans. Les Lorrains avaient un seul mot pour elle, la reine. 40 ans plus tard, la reine est vendue comme un actif ordinaire. 3 millions d'hectolitres réduits à 700 000. 350 employés réduits à 86. Et le nom? Ce nom que la région portait avec fierté, effacé des étiquettes de sa propre bière. Comment un empire ne meurt pas à la guerre, ne meurt pas en faillite, mais se fait tuer 4 fois par ceux qui prétendaient en le sauver? La reine des bières Champigneul, Lorraine, 1897-2006. 20 juin 1897, Champigneul, un bourg discret au nord de Nancy, entre la Meurthe et le canal de la Marne au Rhin. 2 hommes signent un acte fondateur. Le premier s'appelle Antoine Trampitsch. Il est né en 1860 en Carinthie, une région montagneuse de Slovénie. Fils de paysan, il refuse très tôt le destin qu'on lui réserve. Les champs, les saisons, la terre. Il s'engage auprès d'un brasseur local, apprend le métier, puis part. Vienne, l'Autriche, l'Alsace. Il traverse l'Europe comme on cherche quelque chose qu'on ne sait pas encore nommer. À Nancy, il s'arrête. Le second s'appelle Victor Inseline. Lui, c'est un homme de mots et d'argent, directeur du journal L'Impartial de l'Est, homme de réseau, homme de vision. Il n'est pas brasseur, mais il reconnaît un brasseur de génie quand il en voit un. Ensemble, ils créent la société anonyme de la grande brasserie de la Moselle de Champignol-Nancy. Un nom long, une ambition plus longue encore. Ce qui distingue Trampitsch des autres brasseurs de l'époque, ce n'est pas la recette, c'est le choix du terrain. Là où les brasseries traditionnelles s'enferment dans les centres-villes, coincées entre les ruelles et les maisons, Trampitsch choisit l'espace. Il choisit l'air. Et surtout, coup de génie qui déterminera tout, il intègre la voie ferrée au cœur même du site industriel dès le premier jour. La bière n'attendra pas qu'on vienne la chercher. C'est elle qui partira. Les résultats parlent d'eux-mêmes, avec une brutalité qui surprend même les fondateurs. En 1898, un an après l'ouverture, la production atteint 25 000 hectolitres. En 1913, elle franchit 210 000 hectolitres, un chiffre jamais atteint par aucune brasserie française à cette époque. La bière est livrée en fûts de 200 litres directement au Grand Café et aux débitants de toute la région, par wagon entier, par convoi entier. L'entreprise est prospère. Une deuxième malterie est construite. Le laboratoire s'agrandit. La salle de brassage est modernisée. Champignol n'est plus une brasserie artisanale qui a grandi. C'est une machine industrielle pensée comme telle depuis son premier jour. Puis vient la guerre. En 1914, les fronts de la Marne et de Verdun consomment tout ce que la France peut produire. Acier, pain et bière. Champignol alimente les tranchées. Mais Trampitsch fait quelque chose que personne n'attend. En plein conflit, depuis la Suisse, il commande un équipement de production entièrement nouveau, livré en 1918, au moment précis où les armes se taisent. Pendant que ses concurrents sont en ruine ou en pleine réorganisation, Champignol redémarre à pleine puissance. La guerre avait tout détruit autour d'elle. Elle était prête. Ce n'est pas de la chance, c'est de la vision. Antoine Trampitsch ne construisait pas une brasserie. Il construisait une machine de guerre commerciale. Et il l'avait placée exactement là où personne d'autre n'avait osé regarder. En 1897, 2 hommes avaient signé un papier dans un bourg discret de Lorraine. 20 ans plus tard, ce papier valait des millions. Mais aucun des deux ne pouvait imaginer ce que ce nom, Champignol, allait traverser avant la fin. Après la guerre, Champignol ne ralentit pas. Elle accélère. La famille Inseline prend les rênes. René Inseline, petit-fils du cofondateur,
incarne cette génération d'industriels lorrains qui croient encore qu'une entreprise a des devoirs envers ceux qui la font tourner. Ce n'est pas de la philanthropie, c'est une philosophie de gestion et elle produit quelque chose de rare dans l'industrie française de l'époque, une loyauté absolue des ouvriers envers leur usine. En 1924, la brasserie fait construire la Cité Beausoleil, un quartier entier, des maisons pour les familles absentes des employés, des rues, une communauté. Les ouvriers de Champignol ne louent pas une chambre en ville. Ils vivent dans un monde que la brasserie a bâti pour eux. Leurs enfants grandissent ensemble. Leurs pères travaillent ensemble. L'usine n'est pas un endroit où l'on va le matin. C'est le centre de gravité d'une vie entière. En 1934, 1000 personnes travaillent à Champignol. La production atteint 400 000 hectolitres. C'est une ville dans la ville. Puis vient la Seconde Guerre mondiale. Et avec elle, un moment qui dit tout sur ce que cette brasserie représentait pour ceux qui y travaillaient. En 1939, l'armée française réquisitionne une partie des 140 camions et des chevaux de livraison. Puis c'est l'armée allemande qui arrive, à court de carburant, et qui veut les chevaux restants. La direction donne un ordre simple aux ouvriers. Cacher les animaux. Dans les caves, dans les entrepôts, partout où l'œil allemand ne regarde pas. L'armée allemande pose une condition. Pour chaque cheval dissimulé découvert, un ouvrier sera fusillé. Les ouvriers cachent les chevaux quand même. Voilà ce que signifiait Champignol pour ceux qui y travaillaient. Pas un employeur, une cause. Après la guerre, la reconstruction est rapide. René Hinzeling engage l'entreprise dans une série d'acquisitions méthodiques. La brasserie Tourtel de Tantonville en 1948, la brasserie de Fort-Carré de Saint-Dizier en 1953, la brasserie Prieur de Strasbourg-Königshofen en 1954. Champignol avale ses concurrents, étend son territoire, consolide sa domination sur le marché français. En 1959, le cap du million d'hectolitres est franchi. C'est un chiffre symbolique. 1 million. Dans les caves de Champignol, ce soir-là, les ouvriers ont dû lever un verre. Et puis il y a le Tour de France. De 1949 à 1965, Champignol est le sponsor officiel de la Grande Boucle. 16 ans. Le slogan résonne dans tous les foyers français, à la radio, dans les journaux. La reine des bières parraine la petite reine. La reine des bières, Champignol. La petite reine, le vélo. Chaque étape, chaque col, chaque arrivée en fanfare est associée à cette bière lorraine. En 1968, Champignol est co-sponsor des Jeux olympiques de Grenoble. Une brasserie provinciale, sponsor olympique. À son apogée familial, Champignol n'est pas seulement la première brasserie de Lorraine. Elle est une institution nationale. Un nom que chaque Français connaît sans nécessairement savoir où se trouve Champignol sur une carte. Mais en 1966, René Hinzelin prend une décision qui semble être la plus grande victoire de l'histoire de l'entreprise. Une décision qui sera, en réalité, le début de la fin. Pour continuer à grandir dans un marché en pleine consolidation européenne, Champignol fusionne avec les brasseries de la Meuse et la brasserie de Charmes. Ensemble, ils créent la Société européenne de brasserie, la SEB, 23 sites de production en France, 6 millions d'hectolitres, la première société brassicole du marché commun. La famille Hinzelin est au sommet. Elle ne le sait pas encore, mais elle vient de construire la porte par laquelle les étrangers vont entrer. 4 ans plus tard, en 1970, le groupe BSN prend le contrôle de la CEB. Pour la première fois en 73 ans d'histoire, Champignol n'appartient plus à ceux qui l'ont construite. La reine a un nouveau maître, et ce maître ne connaît pas son nom. Il y a des victoires qui ressemblent à des victoires. 1966, la Société européenne de brasserie est née. 23 usines, 6 millions d'hectolitres, la plus grande société brassicole du marché commun européen. Les journaux titrent, les actionnaires applaudissent. René Hinzelin serre des mains dans des salles de réunion qui sentent le cuir et le cigare. Mais regardez de plus près, pour créer la SEB, Champignol a fusionné avec les brasseries de la Meuse et la brasserie de Charmes. Des entités distinctes, des cultures distinctes, des marchés distincts, 23 sites répartis aux 4 coins de la France, chacun avec ses propres coûts, ses propres logistiques, ses propres habitudes. Ce n'est plus une brasserie qui grandit, c'est un empire qui s'étire. Et un empire qui s'étire finit toujours par se rompre quelque part. Les gens de l'époque le voient, pas tous, mais certains.
Un document interne de la période le dit avec une clarté troublante. L'impression de force de l'ensemble cache un système lourd à gérer, coûteux et inadapté à un marché qui évolue. Un système lourd, coûteux, inadapté. Ces trois mots auraient dû sonner comme une alarme. Ils ont sonné comme une formalité administrative. Car le marché, lui, était déjà en train de changer. Les Français ne voulaient plus de bière en fût de 200 litres livrée au café du coin. Ils voulaient des petites bouteilles en verre, à ramener chez eux, à mettre dans le réfrigérateur que la prospérité des Trente Glorieuses venait de placer dans chaque cuisine française. La proportion s'inverse brutalement. 25% en fût, 75% en bouteille. La Socobé réagit, mais avec la lenteur d'un paquebot qui essaie de virer dans un port trop petit. Et puis, la même année, 1966, l'année du triomphe, Champignol ferme la brasserie Gangloff de Besançon. 100 000 hectolitres par an. Une brasserie historique de Franche-Comté. Fermée. L'immobilier vendu. C'est la première fois que grandir signifie détruire. Ce ne sera pas la dernière. Puis vient 1971. Et avec cette année, un moment charnière que peu de gens remarquent sur le moment, mais qui change profondément l'identité de Champignol. La brasserie de charme, celle qui produisait la Canterbräu depuis 1936, née d'un accord avec le brasseur allemand Hans Kanter, ferme définitivement ses portes. La marque est trop connue pour disparaître. La solution est simple, transférer la production à Champignol. Simple sur le papier, lourd de sens dans la réalité. Pour la première fois de son histoire, Champignol fabrique une bière qui ne porte pas son nom. Elle prête ses cuves, ses ouvriers, son savoir-faire, à une marque qui appartient à quelqu'un d'autre. La Canterbräu sort des chaînes de production de Champignol. Mais sur l'étiquette, il n'y a pas écrit Champignol. Ce n'est pas encore une humiliation. C'est une fissure si fine qu'on peut l'ignorer. Mais les fissures ne disparaissent pas. Elles s'élargissent. En 1970, un an avant la fermeture de Charmes, quelque chose de plus grave s'est produit dans une salle de conseil d'administration que les ouvriers de Champignol ne verront jamais. Le groupe BSN, Boussois-Souchon, Neufsel, fabricant de verre et d'emballage, prend le contrôle de la SEB BSN, un fabricant de verre, qui possède maintenant la plus grande société brassicole d'Europe. Comment est-ce possible? La réponse est simple et brutale. Parce que René Inselen et sa génération avaient cru que la taille protégeait, que 23 usines valaient un bouclier, que le chiffre 6 millions d'hectolitres rendait Champignol intouchable. Ils avaient tort. La taille n'est pas un bouclier, c'est une cible. BSN, sous la direction d'Antoine Riboud, est en pleine transformation stratégique. Il quitte le verre pour l'alimentaire. Bière, yaourt, biscuits. Champignol n'est pas rachetée parce qu'elle est aimée. Elle est rachetée parce qu'elle est utile. Parce que ses cuves produisent du volume. Parce que ses camions livrent dans toute la France. Parce que son nom se vend encore. Pour la première fois en 73 ans, Champignol est un actif dans un portefeuille. Pas une institution. Pas une fierté lorraine. Un actif. Les ouvriers de la Cité Beau-Soleil ne savent pas encore ce que cela signifie. Leurs maisons sont toujours là. Leurs salaires arrivent toujours. Les cuves tournent toujours. Mais quelque chose a changé dans la nature même de ce lieu. Avant 1970, quand un directeur prenait une décision à Champignol, il pensait à Champignol. Il pensait aux familles de la Cité Beau-Soleil, aux ouvriers qui cachèrent les chevaux sous les bombes, aux convois de wagons qui traversèrent la Lorraine chargés de fûts. Après 1970, quand une décision est prise, elle l'est à Paris. Ou plus tard, ailleurs encore. Et celui qui la prend pense à des colonnes de chiffres sur une feuille de calcul. Champignol est toujours debout, mais elle n'est plus chez elle. Il faut comprendre ce qu'est BSN en 1970 pour comprendre ce qui arrive à Champignol. Antoine Riboud n'est pas un brasseur. Il n'a jamais brassé une seule bière de sa vie. C'est un industriel de la transformation. Un homme qui regarde une entreprise comme on regarde un moteur. Qu'est-ce qu'il produit? À quel coût? Et peut-on le faire tourner plus vite? BSN fabrique du verre, des bouteilles, des pare-brises. Et un jour, Riboud réalise quelque chose d'évident que personne avant lui n'avait formulé aussi clairement. Si vous fabriquez les bouteilles,
Pourquoi ne pas aussi fabriquer ce qu'on met dedans? C'est ainsi que BSN entre dans la bière. Pas par passion, par logique industrielle. Champignol est rachetée non pas parce qu'elle est la reine des bières, elle est rachetée parce qu'elle remplit des bouteilles à grande échelle. La nuance est énorme et elle explique tout ce qui va suivre. Les premières années sous BSN, rien ne change en apparence. Les cuves tournent, les wagons partent, la cité Beau Soleil reste debout, les ouvriers pointent le matin et rentrent le soir. Pour quelqu'un qui traverse Champignol en train, et on peut voir le site depuis les rails entre Nancy et Metz, tout semble intact. La vapeur monte. Les bâtiments Art Nouveau se dressent fièrement au bord des voies. Mais sous la surface, la logique a changé. En 1971, Champignol commence la production de la Canterbreu. La bière lorraine née en 1936 d'un accord entre la brasserie de Charmes et le brasseur allemand Hans Kanter. Une marque à part entière, avec son histoire, ses clients, sa réputation. Et désormais, cette marque sort des cuves de Champignol, sans que le nom de Champignol apparaisse nulle part sur l'étiquette. Les ouvriers fabriquent de la Canterbreu, pas de la Champignol. En 1977, BSN lance la Canterbreu Gold, une blonde à double fermentation, positionnée sur le segment premium. C'est un succès commercial réel. Les ventes explosent. La marque Canterbreu devient l'une des plus reconnues de France. Et Champignol, dans tout ça, Champignol est l'usine, l'outil, le lieu de production que personne ne cite dans les publicités. Puis arrive 1986. Et avec cette année, un changement de nom qui résume à lui seul toute la trajectoire. BSN fusionne les activités brassicoles de Champignol avec Kronenbourg, l'autre grande marque brassicole française, alsacienne celle-là, également dans le portefeuille BSN. La fusion crée un mastodonte. Et dans cette nouvelle structure, Champignol disparaît encore un peu plus. Elle n'est plus Champignol. Elle est le site de Champignol de Kronenbourg. La distinction semble administrative. Elle est en réalité existentielle. Kronenbourg possède désormais la marque Canterbreu. Kronenbourg décide ce qui se produit à Champignol, en quelle quantité, pour quel marché. Champignol reçoit les ordres de Strasbourg, puis bientôt de Paris, puis bientôt d'Édimbourg. Pendant ce temps, BSN lui-même se transforme. En 1994, le groupe change de nom. Il devient Danone. Danone, le yaourt, les petits Suisses, les biscuits Lou, et quelque part dans ce portefeuille de produits laitiers et de snacks, niché entre un fromage frais et une boîte de crackers. La plus vieille brasserie active de France, la deuxième productrice nationale, l'ancienne sponsor du Tour de France. Si vous aviez dit à Antoine Trompitsch en 1897 que sa brasserie appartiendrait un jour à une entreprise de yaourt, il vous aurait probablement montré la sortie. Et pourtant, malgré tout cela, malgré les rachats, malgré les fusions, malgré les changements de nom et de propriétaire, Champignol résiste. En 1995, les chiffres sont encore impressionnants. 3 millions d'hectolitres, 350 salariés. Deuxième brasserie française en volume de production. Les cuves tournent 24 heures sur 24. Les lignes d'embouteillage crachent 60 000 bouteilles à l'heure. La machine fonctionne. Admirablement même. Mais voilà le paradoxe cruel de ces années-là. Plus Champignol produit, moins elle existe. Chaque hectolitre supplémentaire de Canterbreu renforce Kronenbourg. Chaque palette qui part en camion enrichit Danone. Le nom Champignol sur les contrats de travail, sur les fiches de paie, sur le panneau d'entrée du site, mais nulle part ailleurs. Une brasserie qui travaille dans l'ombre de ses propres cuves. En 2000, Danone prend une décision stratégique qui scelle définitivement le destin de Champignol. Le groupe veut se recentrer sur ses activités alimentaires, les produits laitiers, les eaux minérales, les biscuits. La bière ne rentre plus dans la vision. Danone vend l'ensemble des brasseries Kronenbourg, Champignol incluse, au groupe écossais Scottish & Newcastle. Prix de la transaction, 2,7 milliards d'euros, 2,7 milliards, pour des usines, des marques, des équipements. Et quelque part dans ce chiffre astronomique, la valeur résiduelle d'une brasserie fondée par un Slovène et un journaliste dans un bourg lorrain 103 ans plus tôt. Pour Scottish & Newcastle,
Champignol est une ligne dans un tableur de 2,7 milliards. Rien de plus, rien de moins. Et c'est précisément pour cette raison que ce qui va suivre était inévitable. La reine avait survécu à 2 guerres mondiales, à la réquisition de ses chevaux, à 5 changements de propriétaire. Elle n'allait pas survivre à un tableur Excel. Edinburgh 2000, dans les bureaux de Scottish Newcastle, le plus grand brasseur britannique de l'époque, des hommes en costume regardent des cartes de l'Europe brassicole. Ils viennent de débourser 2,7 milliards d'euros pour racheter Kronenbourg à Danone. C'est la plus grande acquisition de leur histoire. Ils ont maintenant des usines en France, des marques françaises, des ouvriers français. Ils n'ont jamais mis les pieds à Champignol. Ce détail compte plus qu'il n'y paraît. Quand vous possédez quelque chose que vous n'avez jamais vu, que vous n'avez jamais touché, que vous ne pouvez pas situer précisément sur une carte, vous ne le possédez pas vraiment. Vous possédez sa valeur comptable. Et la valeur comptable ne pleure pas quand on la vend. Les premières années sous Scottish Newcastle sont une période d'observation. Le nouveau propriétaire analyse. Il mesure, il commande des études de marché, et ce que les études de marché lui disent est sans appel. Le marché français de la bière est en recul structurel. Les Français boivent moins de bière. La consommation par habitant baisse régulièrement depuis le début des années 1980. Et dans ce marché qui rétrécit, c'est le segment des bières d'entrée de gamme, précisément le segment de la Canterbury, précisément le segment de Champignol, qui souffre le plus. Les consommateurs qui continuent à boire de la bière montent en gamme. Ils veulent de la Heineken, de la Leffe, de la bière artisanale. Pas de la Canterbury à 4 euros le pack de 6. Scottish Newcastle possède 2 sites majeurs en France. Obernai, en Alsace, où est produite la Kronenbourg 1664. Le Fleuron, la marque premium, celle qui se vend à l'export, celle que les touristes du monde entier commandent dans les bars parisiens. Et Champignol, en Lorraine, qui produit la Canterbury et les bières de masse. La conclusion s'impose avec la froideur d'une équation comptable. Obernai est moderne. Obernai est rentable. Obernai porte le nom qui rapporte. Champignol est historique. Champignol est coûteuse. Champignol porte un nom que personne en dehors de la Lorraine ne connaît vraiment. La décision n'est pas prise en un jour, mais elle est prise. Regrouper toute la production Kronenbourg sur le site d'Obernai. Une phrase, 7 mots, 178 emplois supprimés. Le plan est annoncé progressivement, comme on annonce les mauvaises nouvelles quand on a appris à les habiller. Des réorganisations, des optimisations de sites, des rationalisations industrielles. Le vocabulaire des ressources humaines est une langue à part entière, inventée précisément pour dire les choses sans les dire. Ce que ces mots signifient concrètement, la Canterbury que Champignol fabrique depuis 1971, 35 ans de production, 35 ans de savoir-faire, 35 ans d'ouvriers qui connaissent chaque valve, chaque cuve, chaque réglage de la chaîne d'embouteillage, part à Obernai, définitivement, sans retour. Champignol perd sa raison d'être principale en quelques signatures. Et puis vient le geste final. En 2006, Scottish Newcastle et Kronenbourg cèdent la brasserie de Champignol au groupe allemand TCB. Frankfurter Brauhaus, installé à Francfort-sur-l'Oder, spécialisé dans un créneau très précis, la production de bières de marque de distributeurs pour les supermarchés discount européens. Aldi, Lidl, Rewe, ces bières sans histoire qu'on met dans le caddie parce qu'elles sont moins chères que les autres. TCB ne rachète pas Champignol pour son histoire. Il ne rachète pas Champignol pour son nom. Il rachète ses cuves, ses lignes d'embouteillage, sa capacité de production brute et la main-d'œuvre qui va avec, au prix lorrain, pas au prix alsacien. Le chiffre qui suit résume tout. Au moment de la vente, 350 salariés, 3 millions d'hectolitres. Après la reprise par TCB et la restructuration qui s'ensuit, 86 salariés, 700 000 hectolitres. En quelques mois, Champignol perd les 3/4 de ses effectifs et les 3/4 de sa production. 264 personnes reçoivent une lettre. Certains ont 30 ans de maison. Certains sont les fils d'ouvriers qui ont eux-mêmes passé leur vie ici. Certains habitent encore dans les maisons de la Cité Beau Soleil, construites en 1924 pour loger les familles de la brasserie.
Ils apprennent leur licenciement dans la même brasserie où leur père a appris à travailler. Il faut s'arrêter un instant sur ce que représente ce chiffre. 86. 86 personnes pour faire tourner une usine qui, à son apogée, en employait 1000. Pour faire fonctionner des lignes d'embouteillage capables de produire 80 000 boîtes à l'heure. Pour gérer 19 fermenteurs, 3 lignes de boîtes, 2 lignes de bouteilles, un complexe industriel de plusieurs hectares, bâti pierre par pierre depuis 1897. 86, c'est le nombre de personnes qu'il faut pour faire semblant qu'une brasserie est encore vivante. Et la Canterbreu dans tout ça? Elle part à Obernai. Définitivement. La marque Lorraine, née en 1936 dans les Vosges, produite à Champignol depuis 1971, 35 ans, appartient désormais aux brasseries Kronenbourg, filiale du groupe danois Carlsberg. Elle sera brassée en Alsace, vendue dans toute la France, et personne sur l'étiquette ne mentionnera jamais la Lorraine. Une marque Lorraine, un propriétaire danois, une usine alsacienne. Voilà ce que 35 ans de fidélité industrielle valent dans l'économie des multinationales. Dans une salle quelque part à Édimbourg ou à Londres, un homme a signé un document. Il ne connaissait pas le nom des rues de Champignol. Il ne savait pas ce qu'était la cité Beau Soleil. Il n'avait jamais entendu parler des ouvriers qui avaient caché des chevaux sous les bombes pour ne pas les donner à l'armée allemande. Il a signé. Et 264 vies ont basculé. Pas de coup de feu, pas d'incendie, pas de faillite, juste une signature. C'est ainsi que meurent les empires au XXIe siècle. Il y a des matins qui ressemblent à tous les autres. Celui-là aussi au début. Les premiers ouvriers arrivent avant 6 heures. Le ciel de Lorraine est bas, gris, le genre de ciel qui pèse sur les épaules. L'air sent le malt grillé, cette odeur que les habitants de Champignol connaissent depuis leur enfance, qui imprègne les rideaux des maisons de la cité Beau Soleil, qui accueille les voyageurs dans le train Nancy-Metz quand ils longent le site. Une odeur qui dit « Ici, on fabrique quelque chose ». Les vestiaires, les bleus de travail, les premières tasses de café dans la salle de pause. Des échanges courts, comme chaque matin. Le match de la veille, la météo, le bruit de la machine du secteur 3 qui claque depuis 2 jours et que personne n'est encore venu réparer. Puis les lignes démarrent. 80 000 boîtes à l'heure. Le bruit est physique, il ne s'entend pas, il se ressent dans les os, dans la poitrine, dans les semelles des chaussures de sécurité. Les fermenteurs ronflent, les convoyeurs claquent, les palettes s'empilent avec une régularité mécanique et rassurante. C'est le rythme de Champignol. Inchangé depuis des décennies, le même rythme que leurs pères ont connu, que certains de leurs fils connaissent que déjà. Ce matin-là, rien n'annonce que c'est différent. La réunion est convoquée en milieu de matinée. Pas pour tout le monde en même temps. L'usine ne peut pas s'arrêter d'un coup. Les cuves ne comprennent pas les mauvaises nouvelles. Alors ça se fait par vagues, par secteur, par équipe. Des groupes de 20, 30 personnes qui quittent dans les lignes, enlèvent leurs protections auditives et marchent vers la salle de réunion dont personne ne se souvient d'avoir jamais utilisé pour quelque chose d'important. 3 hommes sont devant eux. Un directeur, un représentant des ressources humaines, un avocat. Le directeur commence à lire. Il lit vite, trop vite, comme quelqu'un qui veut que les mots soient dits avant que leur sens ne soit compris. Il parle de cession d'activité, de transfert de site, de nouveaux partenaires industriels. Il parle de TCB. Il parle de Francfort sur l'Oder. Il parle d'optimisation des effectifs. Il ne dit pas « vous êtes licencié », mais tout le monde dans la salle a compris. Parmi ces hommes et ces femmes, il y en a un que nous appellerons Marcel. Marcel a 58 ans. Il est entré à la brasserie à 19 ans, en 1967, l'année après la création de la SEB. Son père y avait travaillé avant lui, pas à la brasserie de Champignol directement, mais à la brasserie de la Meuse, absorbée par Champignol dans la grande vague de fusion. Le métier est dans la famille, comme d'autres familles ont la médecine ou l'agriculture. Marcel connaît chaque machine par son bruit. Il sait, au son d'une pompe, si elle va lâcher dans 2 jours ou dans 2 semaines. Il a formé une génération d'ouvriers plus jeunes que lui. Il habite à 400 mètres de l'usine, dans une maison qu'il a achetée précisément parce qu'elle était proche de l'usine. Il a 58 ans, trop vieux pour qu'on l'embauche ailleurs,
trop jeune pour la retraite. Il écoute le directeur lire sa feuillage de papier. Il ne dit rien. Il regarde ses mains posées sur ses genoux, ses mains qui ont réparé, ajusté, soudé, porté pendant 39 ans. Et il pense peut-être à son père, à ce que son père aurait dit. Il y a aussi Isabelle. Isabelle a 26 ans. Elle est entrée à la brasserie 2 ans plus tôt, en 2004, après une formation en technologie alimentaire. Elle avait hésité entre plusieurs offres. Elle avait choisi Champignol parce que c'était une institution, un nom solide, un employeur stable, une histoire qui remontait à 1897. Elle avait signé un CDI. Elle avait cru que les CDI signifiaient quelque chose. Ce matin, elle découvre qu'un CDI ne protège de rien quand le propriétaire est à Édimbourg et que la décision a été prise dans une langue qu'elle ne parle pas. Et puis il y a Eric. Eric est chef d'atelier. Il a 44 ans. Il fait partie des rares personnes dans la salle qui s'avèrent pas tout, pas les détails, mais l'essentiel. Depuis des semaines, il a entendu des bribes de conversation dans les couloirs de la direction. Des chiffres évoqués à voix basse, des noms allemands mentionnés en réunion de cadre. Il n'a rien dit à ses équipes, pas par lâcheté, par impuissance, parce que rien n'était officiel, parce qu'on ne détruit pas la sérénité de gens qui travaillent bien sur la base d'une rumeur, parce qu'il espérait, jusqu'au dernier moment, que les chiffres sur la feuille de calcul d'Édimbourg allaient changer. Ils n'ont pas changé. Ce matin, Eric écoute le directeur lire ce qu'il savait déjà. Et ce qui le tue, ce n'est pas sa propre situation. Lui, il sera probablement parmi les 86 retenus. Ce qui le tue, c'est de regarder Marcel, c'est de regarder Isabelle, c'est de savoir qu'il aurait pu leur dire et qu'il ne l'a pas fait. La journée se passe dans un silence étrange. Les machines ne s'arrêtent pas. Personne n'a ordonné l'arrêt des machines. Les boîtes continuent de défiler sur les convoyeurs. Les palettes continuent de s'empiler. L'usine continue de produire avec une indifférence mécanique qui, ce jour-là, ressemble à une cruauté. Des groupes se forment dans les couloirs, près des distributeurs de café. Des voix basses, des questions sans réponse. Combien seront gardés? Selon quels critères? Quand? Est-ce que les indemnités seront correctes? Est-ce qu'il y aura des reconversions? Dehors, sur la façade du bâtiment administratif, le bas-relief de Gambrinus, le roi légendaire de la bière, sculpté par Alfred Finot en 1913, regarde la cour depuis 93 ans. Il a vu les guerres, il a vu les fusions, il a vu les changements de nom, les changements de propriétaires, les changements de drapeaux au sommet du bâtiment. Il regarde maintenant 264 hommes et femmes apprendre qu'ils ne sont plus nécessaires. Le soir tombe sur Champignol. Les équipes de nuit prennent le relais parce que la brasserie, elle, ne s'arrête pas pour deuil. Les ouvriers du matin sortent par le portail principal, un par un ou par petits groupes, les épaules rentrées dans le froid de l'automne lorrain. Peu de mots, quelques poignées de main qui durent un peu plus longtemps que d'habitude. Le gardien ferme le portail. Aucune cérémonie, aucun discours, aucune fanfare, juste le bruit du métal contre le métal. Et derrière ce portail, les machines qui continuent de tourner pour les 86 qui restent. 109 ans après qu'Antoine Trampitsch avait choisi ce terrain entre la Meurthe et le canal, entre les rails et les champs de Lorraine, pour y construire quelque chose qui durerait, voilà ce qu'il restait. 86 personnes. Et une odeur de malt dans le froid du soir. TCB ne perd pas de temps. Le groupe allemand prend possession des lieux avec l'efficacité froide de quelqu'un qui achète un outil, pas une institution. Pas de discours d'inauguration, pas de cérémonie de bienvenue, pas de réunion où un nouveau directeur parle de valeurs communes et d'avenir partagé. TCB, c'est exactement ce qu'il a acheté. Des cuves, des lignes d'embouteillage, une capacité de production. Et il sait exactement ce qu'il va en faire. Produire de la bière sans nom pour des supermarchés sans histoire. Le modèle économique de TCB est simple et rentable. Fabriquer des bières de marque de distributeurs pour les grandes enseignes discount européennes. Aldi en Allemagne, Lidl en Grande-Bretagne, Reuve en Autriche. Ces bières servent que personne ne choisit vraiment, qu'on met dans le caddie parce qu'elles coûtent moins cher que les autres, parce qu'elles sont là, au bout du rayon, dans leurs emballages interchangeables. Des bières qui n'ont pas d'histoire parce qu'une histoire coûte de l'argent en marketing,
Les noms défilent que sur les lignes d'embouteillage de Champignol, Steinburg, Grafenwalder, Finkbräu, Königsbier, Kaiserkrone, des noms allemands, des étiquettes génériques, des bières vendues à Birmingham, à Madrid, à Vienne. Et nulle part sur ces étiquettes, nulle part sur ces boîtes, nulle part sur ces palettes qui partent chaque nuit par camion vers l'Europe entière, il n'est écrit « Brassé à Champignol, Lorraine, France ». Le nom a disparu de sa propre production. Les chiffres de 2006 disent tout. 3 millions d'hectolitres sous Kronenbourg, 700 000 hectolitres sous TCB, 350 salariés, 86 salariés. En quelques mois, Champignol est passé du statut de deuxième brasserie française à celui d'unité de production régionale, sans identité propre. Les 86 qui restent travaillent dans une usine dimensionnée pour 10 fois leurs effectifs. Les couloirs sont silencieux, là où ils bourdonnaient. Les vestiaires à moitié vides. La salle de pause, avec ses chaises que personne n'occupe plus. L'usine tourne, mais elle tourne à vide de sens. Et puis, en 2009, le coup de grâce symbolique. Le bâtiment administratif historique, construit en 1913, chef-d'œuvre Art Nouveau, de l'architecte Lucien Benz et du sculpteur nancéen Alfred Finot, est démoli. Ce bâtiment, c'était le visage de Champignol, celui qu'on voyait depuis le train, celui avec le bas-relief de Gambrinus au fronton, ce roi légendaire de la bière qui avait regardé passer un siècle d'histoire depuis sa façade de pierre. Des habitants de la région lancent une pétition. Des associations patrimoniales alertent les autorités. Un blog local publie des photos du bâtiment délabré avec ce titre « Sauvegardons la brasserie de Champignol ». Trop tard, Kronenbourg, qui possède toujours le terrain à ce moment-là, avait prévu la démolition. Le marteau-piqueur arrive. Gambrinus tombe. À la place du fronton orné, un trou béant dans la façade. Un témoin qui passe en train quelques jours après écrit « À la place du bas-relief, il n'y a plus désormais qu'un trou. Un trou dans la pierre, dans la mémoire, dans l'identité d'une ville. De 2006 à 2012, Champignol est une brasserie fantôme. Les machines tournent, les camions partent, les chiffres d'affaires rentrent, modestes mais réguliers. TCB a ce qu'il voulait, une capacité de production en France, au coût français, pour alimenter le marché européen du discount. Mais la bière qui sort de ces cuves ne porte pas le nom de ceux qui l'ont construite. Dans les maisons de la Cité Beau Soleil, celle que la brasserie avait bâtie en 1924 pour ses ouvriers, celle que certaines familles habitent encore, les gens regardent parfois en direction des cheminées. La vapeur monte toujours, l'odeur de malt est toujours là, mais quelque chose manque, quelque chose qu'on ne mesure pas en hectolitres. En 2012, TCB prend une décision inattendue. Pas inattendue par sentiment, inattendue par calcul. Le groupe allemand a passé 6 ans à utiliser Champignol comme une usine anonyme, à produire des bières sans visage pour des rayons de supermarchés sans âme. Et quelqu'un dans les bureaux de Francfort-sur-l'Oder a regardé les chiffres et réalisé quelque chose. Un nom qui existe depuis 1897 a une valeur. Pas une valeur sentimentale, une valeur marchande. Dans un marché européen saturé de bières génériques, une brasserie avec une histoire, une vraie, documentée, ancienne, se vend mieux qu'une brasserie sans histoire. Le consommateur britannique, espagnol, allemand, qui hésite au rayon bière préférera peut-être une étiquette qui dit « brassé depuis 1897 en Lorraine » à une étiquette qui dit simplement « bière blonde ». C'est ainsi que la marque Champignol revient. Début 2012, TCB relance officiellement l'étiquette historique. 2 produits phares, la Grande Blonde de Champignol et la bière d'abbaye de Champignol. Des recettes soignées, un positionnement sur le segment des bières de caractère, un packaging qui joue sur l'héritage et la tradition lorraine. La reine remonte sur son trône. Ou du moins, c'est ce que disent les communiqués de presse. La réalité est plus nuancée. La renaissance de la marque Champignol est réelle. Les bières existent, elles se vendent, elles ont leurs amateurs. Mais elles représentent une fraction infime de ce que produit la brasserie. En 2014, le site fabrique 2,65 millions d'hectolitres. La marque Champignol elle-même, la Grande Blonde, la bière d'abbaye, représente une part marginale de ce volume. Le reste, Steinburg,
Grafenwalder, Fingbreux, les bières sans nom pour les rayons discount. 85% du chiffre d'affaires réalisé à l'export, principalement vers la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Allemagne. Des millions de boîtes qui traversent la Manche et les Pyrénées sans que leurs acheteurs sachent qu'elles viennent de Lorraine. La brasserie est redevenue productive. Impressionnamment productive, même. En 2015, Champignol est la première brasserie française à commercialiser de la bière en bouteille PET. En 2016, avec 3,7 millions d'hectolitres, elle reprend la place de deuxième brasserie française, derrière Heineken, devant tout le monde. Depuis 2012, près de 40 millions d'euros ont été investis pour moderniser les équipements. Les lignes d'embouteillage tournent plus vite que jamais. Les fermenteurs sont plus efficaces que jamais. Les chiffres sont bons, presque triomphants. Mais il faut poser la question que les chiffres ne posent pas. Quand un ouvrier de Champignol se lève le matin, enfile son bleu de travail et prend son poste sur la ligne d'embouteillage, pour quelle bière travaille-t-il? Pour la grande blonde de Champignol, fière héritière de 1897. Ou pour la Königsbayer qui partira ce soir en camion vers un entrepôt de Birmingham dont il ne connaîtra jamais l'adresse? La réponse est les deux, simultanément, dans la même journée, sur les mêmes lignes. C'est le paradoxe permanent de Champignol depuis 2012. Une brasserie qui a retrouvé son nom sur quelques étiquettes, mais qui gagne sa vie en fabriquant des bières qui ne porteront jamais ce nom. Une identité reconstituée en vitrine, une réalité industrielle de sous-traitants discount en coulisses. Aujourd'hui, la brasserie de Champignol emploie environ 250 personnes. Elle produit plus de 300 millions de litres par an. Elle exporte dans 28 pays européens et au-delà. Son chiffre d'affaires dépasse les 190 millions d'euros. Ce sont des chiffres que René Hinseling, dans les années glorieuses de la famille, aurait regardés avec fierté. Mais René Hinseling aurait aussi regardé les étiquettes. Il aurait vu les noms allemands. Il aurait vu le pourcentage d'export. Il aurait vu que 85% de ce que produit sa brasserie part à l'étranger sans porter son nom. Et il aurait peut-être compris que certaines victoires industrielles ressemblent de très près à des défaites identitaires. La reine est revenue. Mais est-ce vraiment elle? Ou est-ce une actrice bien habillée qui joue son rôle sur une scène qu'elle ne possède plus? Il y a des pertes qu'on mesure en chiffres, et il y a des pertes qu'on mesure en silence. Champignol, c'est les deux. La perte la plus visible est celle du bâtiment Finot. En 1913, l'architecte Lucien Benz et le sculpteur Alfred Finot, deux noms que Nancy connaît bien, deux artisans de l'école de Nancy, ce mouvement Art Nouveau qui avait fait de la ville une capitale européenne du design, avaient là construit le bâtiment administratif de la brasserie. Une façade ornée, des ferronneries travaillées, et au fronton ce bas-relief de Gambrinus, roi légendaire de la bière, qui regardait la cour depuis son socle de pierre. 96 ans de présence, 2 guerres mondiales traversées, 5 propriétaires successifs, et en 2009, un marteau-piqueur. Cronenbourg avait prévu la démolition avant même de vendre le site. Les associations locales se sont mobilisées, une pétition a circulé, des élus ont été alertés. Le maire de Champignol a déclaré que la commune ne pouvait pas assumer le coût de la restauration. Le dossier d'expertise patrimoniale était en cours d'instruction. Pendant que les dossiers s'instruisaient, Gambrinus tombait. Ce n'est pas seulement un bâtiment qui a disparu, c'est le visage physique d'une époque. La preuve en pierre que quelque chose d'important s'était passé ici, que des hommes avaient construit quelque chose qui méritait d'être beau, pas seulement fonctionnel. Quand une usine perd ses ornements, elle perd sa prétention à l'éternité. La perte humaine est moins visible mais plus profonde. Marcel, ou ceux qui ressemblent à Marcel, les 58 ans avec 39 ans de maison, n'ont pas retrouvé de travail dans l'industrie brassicole. Certains ont pris une retraite anticipée, amputée. D'autres ont enchaîné des contrats courts dans d'autres secteurs. D'autres encore sont restés dans les maisons de la Cité Beausoleil, à 400 mètres d'une brasserie qui tournait sans eux, dont ils sentaient l'odeur de malt chaque matin depuis leurs fenêtres. Il n'existe pas de statistiques pour mesurer ça. Le savoir-faire, lui, s'est dispersé. Ces ouvriers qui connaissaient chaque valve, chaque réglage, chaque particularité des cuves de Champignol
Ce savoir accumulé sur 3 ou 4 générations s'est évaporé avec les licenciements de 2006. On ne transfère pas 30 ans d'expérience dans une lettre de rupture conventionnelle. La perte de la Canterbury est peut-être la plus symbolique. Une marque née en Lorraine en 1936, produite en Lorraine pendant 70 ans, d'abord à Charmes, puis à Champignelles, connue de tous les Français, et aujourd'hui brassée à Obernai, en Alsace, propriété du groupe danois Carlsberg. Une marque lorraine, un propriétaire scandinave, une production alsacienne. La Lorraine a perdu le droit de fabriquer sa propre bière emblématique. Mais il y a une blessure plus large que celle de Champignelles seule. La brasserie de Champignelles s'inscrit dans une histoire que la Lorraine connaît trop bien, celle de la désindustrialisation progressive d'une région qui avait tout construit sur son industrie. L'acier d'Arcelor est parti, les mines de charbon et de fer ont fermé. Et maintenant la bière, la dernière grande brasserie de Lorraine, ne s'appelle plus vraiment Lorraine que sur quelques étiquettes. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un pattern. Le pattern d'une économie mondialisée où les décisions se prennent loin des territoires qui subissent mal leurs conséquences. Où une usine centenaire est une ligne dans un tableur londonien. Où un nom qui porte 100 ans d'histoire régionale est un actif marketing qu'on réactive quand c'est rentable et qu'on range quand ça ne l'est plus. Champignelles n'a pas été détruite par l'incompétence. Elle n'a pas été détruite par la mauvaise qualité de sa bière. Elle n'a pas été détruite par la concurrence étrangère qui l'aurait surpassée techniquement. Elle a été détruite par une logique qui n'a rien à voir avec la bière. Une logique de portefeuille d'actifs, de rationalisation industrielle, de décisions prises par des gens qui n'ont jamais senti l'odeur du malt le matin en ouvrant leurs fenêtres. Et c'est peut-être ça la blessure la plus difficile à cicatriser. Pas la perte d'une usine, la perte de la conviction qu'une usine peut appartenir à ceux qui la font vivre. Les machines tournent encore. Ce soir, à Champignelles, les lignes d'embouteillage produisent de 80 000 boîtes à l'heure. Les fermenteurs ronflent dans l'obscurité des halls industriels. Les camions se chargent dans la cour, moteurs au ralenti, avant de partir vers Birmingham, Madrid, Vienne. L'odeur de malt flotte toujours dans l'air froid de Lorraine. De l'extérieur, tout va bien. Mais voilà ce que l'histoire de Champignelles nous apprend, et ce qu'elle apprend à quiconque regarde honnêtement ce qu'il reste de nos grandes industries régionales. Une entreprise peut mourir sans fermer. Elle peut mourir quand elle cesse d'appartenir à ceux qui l'ont construite. Quand les décisions qui la concernent se prennent dans des langues qu'elle ne parle pas, dans des villes qu'elle n'a jamais vues, par des hommes qui ne connaissent pas le nom de ces rues. Quand son histoire devient un argument marketing qu'on active ou désactive selon les trimestres. Quand ses ouvriers apprennent leur licenciement dans la même salle où leur père a appris son métier. Ce n'est pas une mort spectaculaire, pas de flamme, pas d'effondrement, juste une disparition progressive. Comme une photographie qu'on laisse trop longtemps au soleil. Les contours restent, les couleurs s'effacent. Champignelles n'est pas un cas isolé. C'est le cas de centaines de marques régionales européennes. Des brasseries, des filatures, des fonderies, des manufactures, rachetées par des groupes plus grands, intégrés dans des portefeuilles d'actifs, rationalisés, optimisés, puis vendus ou vidés de leur substance au nom de l'efficacité industrielle. Des noms qui portaient l'histoire d'un territoire, d'une communauté, d'un savoir-faire transmis sur 4 générations, réduits à des lignes comptables. La question n'est pas de savoir si la mondialisation est bonne ou mauvaise. La question est plus précise et plus inconfortable. À partir de quel moment une entreprise cesse-t-elle d'appartenir au territoire qui l'a fait naître? Quand BSN a racheté la SEB en 1970? Quand Danone a vendu à Scottish & Newcastle en 2000? Quand TCB a démoli le bâtiment Finot en 2009? Ou bien dès 1966, quand René Hinzelian a signé la fusion qui a ouvert la porte aux étrangers? Il n'y a pas de réponse simple. Il n'y en a jamais eu. En 1897, un homme est arrivé de Slovénie avec un savoir-faire et un rêve. Il a choisi la Lorraine. Il a choisi Champignelles. Il a planté des rails au cœur de son usine parce qu'il croyait que ce qu'il construisait méritait d'aller loin. Il a appelé sa bière du nom de la terre qu'il avait accueillie. 109 ans plus tard, cette terre produit toujours de la bière. Plus que jamais, même. 300 millions de litres par an. 250 employés. 28 pays livrés.
Mais sur les boîtes qui parvenaient cette nuit vers Birmingham, sur ces millions de boîtes empilées dans des camions qui traversent le tunnel sous la Manche, il est écrit Steinberg, ou Grafenwalder, ou Fingbreu, pas Champignol. Antoine Trampitsch avait donné à sa bière le nom de la terre qui l'avait accueillie. 128 ans plus tard, cette même terre brasse des millions de litres, et sur les étiquettes, le nom a disparu. La reine est toujours debout, mais elle a oublié son nom.